Bon, alors, Christine m'a posé comme question, je la répète, mon vidéo va être en deux parties finalement. Christine veut savoir qu'est-ce que j'entends par culture seconde, qu'est-ce que je et que vous donniez-vous et pardon, j'aimerais que vous définissiez précisément ce que vous entendez par culture seconde et que vous donniez un exemple de ce que vous auriez fait ou feriez dans une classe pour amener les élèves vers cette culture seconde. Alors, ma réponse. En fait, pour être en mesure de définir ce qu'est une culture seconde, on doit commencer par définir ce qu'est une culture première. On l'a appris à l'université, il y a quelques auteurs qui y font référence. En fait, moi, je l'entends comme le sociologue Fernand Dumont l'entend, c'est-à-dire que la culture première est celle que l'élève connaît, qui fait partie de lui. C'est tout ce qui concerne les coutumes, les pratiques, les valeurs des élèves. C'est tout ce qui est, c'est notre zone de confort, notre culture première, je dirais. Alors, par exemple, Céline Dion fait partie de notre culture première. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît sa musique. Céline, c'est notre culture première. On est à l'aise avec Céline. La culture seconde, dans ce cas-là, c'est tout ce qui est méconnu, c'est tout ce qui ne fait pas partie de nos habitudes, de nos connaissances. Alors, c'est ce qui vient un peu nous déstabiliser. C'est pas on ne se reconnaît pas dans cette expérience. Ça va toucher, par exemple, des œuvres de la musique, des pièces de théâtre. Alors, c'est vers ça qu'on vise l'apprentissage de nos élèves. On espère leur transmettre une culture seconde pour qu'ils ouvrent leurs horizons, qu'ils voient autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Alors, je dirais que pour le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ça ici, c'est ce que j'ai réalisé dans le stage 3 à Montcalm avec ma collègue Vicky. Parce que l'objectif de notre enseignante associée, c'était de préparer les élèves pour leur entrée au cégep l'année suivante. Elle voulait les préparer pour les cours de français et pour les cours de philosophie. Elle voulait qu'on leur fasse lire le roman Vendredi ou les limbes du Pacifique, ce qui était une œuvre qui était totalement méconnue des élèves, qui sortait complètement de leur connaissance, de ce qu'ils connaissaient. Alors, on a analysé chapitre par chapitre avec eux. C'est un roman qui a énormément de symboles. On les a préparés à ça en faisant des ateliers, des capsules de symboles sur les animaux, sur les couleurs, mon Dieu, sur les fleurs, sur les contes de fées. Alors, je dirais, par exemple, que la culture première des élèves dans les contes de fées, c'est de connaître l'histoire du petit chaperon rouge. Et ce qu'on a fait avec ça, on les a amenés vers une culture seconde qui était de comprendre en fait ce que l'histoire représentait, c'était quoi les symboles dans cette histoire-là, qu'en fait, le loup, c'est un prédateur, le petit chaperon rouge, c'est une victime d'abus, je dirais. Alors ça, c'était de faire découvrir un autre univers aux élèves. Ils comprenaient quelque chose. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on doit partir de la culture première pour se rendre à la culture seconde. Si la culture seconde est trop éloignée, les élèves vont pas arriver à faire le pont entre les deux. Alors on n'a pas le choix de partir d'un petit quelque chose pour leur transmettre une nouvelle. Puis là, cette culture seconde-là devient fait un peu partie de leur culture première maintenant. C'est maintenant je sais c'est quoi. Alors on va aller pousser encore plus loin vers une autre culture seconde dans le but là, d'offrir le plus de connaissances possible à nos élèves. Alors, avec le roman Vendredi ou les Limbes du Pacifique, on les a préparés à reconnaître les symboles. On est parti de quelque chose qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la forme d'un roman, le genre d'un roman. Ils comprenaient la lecture et on a travaillé avec eux pour vraiment là, développer leur esprit critique, leur esprit d'analyse pour leur faire comprendre ce que représentaient les symboles dans ce livre-là. Alors, c'est vrai, je pense que c'est le meilleur exemple. Là. Ce stage-là, on a réussi à les amener vers quelque chose de tout à fait nouveau, des sortir de leur zone de confort, vraiment. Alors, pour la question 5, Léonie me dit, tu as mentionné entre autres dans ta compétence 7 qu'un enseignement plus traditionnel ne convenait pas à tous les élèves. Pour toi, qu'est-ce que ce type d'enseignement et qu'est-ce que tu fais en stage notamment pour rendre ton enseignement moins traditionnel?
Par enseignement traditionnel, j'entends vraiment l'enseignement magistral. L'enseignant qui est devant une classe, qui transmet son savoir et les élèves qui reçoivent la matière, qui sont tout à fait passifs dans leurs apprentissages. C'est ce que je vois, c'est des modèles que nous avons à l'université, notamment dans les cours de littérature. Alors, pour certains élèves, ça convient tout à fait. Il y en a qui sont très à l'aise là-dedans, qui comprennent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, c'est important de faire autre chose que de l'enseignement traditionnel, de ne pas juste rester avec l'enseignement traditionnel pour offrir une chance à tout le monde d'apprendre. Alors, j'essaie, évidemment, c'est une source de confort en tant qu'enseignant de parler devant la classe. On a l'impression d'être en contrôle, on a l'impression que les élèves nous écoutent, que les élèves nous comprennent, qu'on est en train de gérer la classe, mais c'est pas forcément ce qui se passe pour vrai. Alors même si l'élève te regarde, ça veut pas dire qu'il t'écoute ou qu'il te comprend. Alors c'est de les mettre en action. On nous répète constamment à l'université que les élèves doivent être au cœur de leurs apprentissages, puis c'est pas par l'enseignement traditionnel que ça passe. Alors j'essaie de faire des activités qui sont variées, leur faire travailler en équipe, les faire travailler de façon individuelle, qu'ils participent à des discussions, je les encourage à prendre la parole, j'essaie de leur poser des questions, de les impliquer dans les choix d'activités, de leur faire des projets, pas juste des évaluations, parce que c'est ce qu'ils vont retenir le plus. Ce sont les projets, ce sont leur implication dans un projet. Alors, c'est ma façon de déloger un peu de l'enseignement traditionnel et je croise les doigts d'offrir une chance à mes élèves de réussir et d'apprendre réellement dans mon cours de français. Je passe à la sixième question qui m'a été posée par Jean. En insistant sur la différenciation pédagogique, tu t'étais fixé deux objectifs d'enseignement. Varier les activités en classe et reformuler mes idées. Pourrais-tu nous résumer une expérience d'enseignement, une séquence d'apprentissage qui illustre bien cette analyse que tu en fais? Une présentation qui nous montre le défi, ta préparation et tes choix de gestion d'enseignement et de gestion de classe. C'est une énorme question que qu'elle touche beaucoup plus que juste la différenciation pédagogique parce qu'une séquence d'apprentissage, c'est tout, là, c'est tout ce qui est l'enseignement en fait. Alors, pour répondre à mes deux objectifs que je m'étais fixés, varier les activités en classe et reformuler mes idées. Le meilleur exemple que j'ai fait en stage, c'est le projet qui concernait l'analyse de publicité sociétale. C'est un projet qui avait deux phases. Les élèves analysaient une première fois une publicité papier. C'était une plus petite analyse. Ils répondaient à quelques questions. Par la suite, ils recevaient plus de théorie sur le texte argumentatif et on passait à la phase 2 du projet, c'est-à-dire qu'ils analysaient une publicité vidéo et là, je leur posais des questions qui étaient plus détaillées, plus spécifiques à l'argumentation parce qu'ils étaient mieux préparés. Alors pour moi, ça, c'était une façon de varier les activités en classe parce que pratiquement tout mon stage a concerné le texte argumentatif, mis à part la lecture de romans, mais c'était de varier le genre d'activité pour que chaque cours ne se ressemble pas forcément, qu'il n'y ait pas forcément la même structure. Alors ça, pour moi, c'est varier les activités. Ce projet-là, c'était une belle variation. C'était aussi pour moi une chance d'offrir aux élèves qui ont des difficultés d'être capable de faire quelque chose, d'être capable de participer dans un projet. Puis c'est un projet qui nécessitait l'utilisation de iPad, de Chromebook. Puis je dirais que les élèves qui ont des difficultés, qui ont le droit à des ordinateurs, sont plus habiles que certains autres élèves. Ils utilisent plus ce moyen-là pour écrire. Alors, des fois, c'est comme, ils sont plus à l'aise, ils sont plus compétents dans un projet que dans un examen. Alors, pourquoi pas leur offrir une chance de réussir, leur offrir une chance de faire quelque chose d'intéressant, puis de ne pas se sentir à part des autres élèves forcément parce que là, tout le monde utilise les mêmes programmes, tout le monde fait le même projet, tout le monde a les mêmes outils et toi, ben, tu les maîtrises peut-être encore mieux que tes coéquipiers. Alors ça, c'est pourquoi je voulais varier les activités en classe. Alors, comme j'ai dit, on a utilisé les technologies. Je dirais que
J'ai eu beaucoup à reformuler mes idées dans ce projet-là par rapport à une question qui avait été posée qui concernait l'énonciateur et le destinataire. On demandait aux élèves de trouver des mots dans leur affiche ou dans la publicité qui étaient utilisés pour transmettre la présence de l'énonciateur ou du destinataire. Alors pour l'énonciateur, c'était quelque chose comme des mots comme je ou moi ou nous. Puis le destinataire, c'est quand l'énonciateur leur parlait vous, tu, l'impératif. Mais les élèves ont eu énormément de difficultés à comprendre cette question-là. Alors j'étais toujours en train d'essayer de reformuler pour leur faire comprendre, à leur donner des exemples, montrer la publicité qui était affichée dans la classe pour qu'ils fassent comme ah ouais, ok. Alors, j'ai eu à reformuler mes idées. Parfois, ça fonctionnait, parfois moins. Mais comme je dis, ça concernait pas forcément les élèves qui avaient des difficultés nécessairement. C'était plutôt un problème général dans la classe. Ma planification pour aider les élèves en difficulté lors de ce projet-là, ça a été surtout de venir voir les équipes, puis de prendre le temps de poser des questions, de regarder, de donner mes commentaires, de leur demander, d'essayer de les faire réfléchir. Mais en fait, je dis ça, sauf que je faisais ça avec tous les élèves pareil. J'ai pas, peut-être que je passais un peu plus de temps avec les élèves en difficulté, mais c'était pas quelque chose que j'ai mis en place pour eux spécifiquement, c'était pour toute la classe. Et le défi dans ce projet-là, ça a été de gérer la technologie, d'évaluer les présentations, de gérer les absences et le rattrapage. C'est surtout ça qui a été plutôt problématique, je dirais, plus que d'essayer d'aider les élèves en difficulté, parce que dans le cadre de ce projet-là, je pense il était mis en valeur, il comprenait les questions, c'était ni de l'écriture ni de la lecture, c'était une présentation orale. Alors, je pense qu'ils ont apprécié le projet, qu'ils ont pu montrer leur capacité en français. Moi, j'ai été tout à fait satisfaite du résultat. Et j'enchaîne avec la dernière question que Jean me posait. Cette compétence, la 11, a été nourrie par ton journal de bord et tu sembles avoir eu peu de rétroaction de ton enseignante associée dans la première partie de ton stage. En formation initiale, tu as assurément retenu des outils et des pratiques essentielles à ta formation à l'enseignement. Si tu étais en entrevue d'embauche, pourrais-tu nous résumer tes priorités d'enseignante, nous parler de tes expériences de stage, de tes défis que tu as rencontrés, de tes incontournables? Encore une fois, une question bien chargée, mais en même temps tellement intéressante. Je dirais que j'ai deux priorités en tant qu'enseignante, que les élèves apprennent, puis que les élèves aient du plaisir. Puis pour moi, apprendre, c'est c'est vague, ça peut tellement toucher à n'importe quoi. Ça va pas me déranger que mes élèves de secondaire 4 sortent de ma classe en ne se souvenant plus de la structure d'un texte argumentatif. Pour moi, c'est pas ça qui importe. J'ai envie que mes élèves apprennent à vivre dans une micro-société, à respecter leur tour de parole, à, à apprendre à gérer un travail d'équipe, à faire valoir son opinion, à être à l'aise de donner son opinion. C'est tellement, l'apprentissage pour moi, ça englobe tellement de choses. C'est pas spécifique à la discipline du français. Je trouve que enseigner le français, c'est une excuse pour faire apprendre les élèves toutes sortes de choses. Mon Dieu, c'est de les voir s'affirmer en tant qu'individus. J'espère qu'ils vont sortir de mon cours de français en se disant ah, ok, j'ai appris ce que c'est ça, de travailler en équipe, de travailler toute seule, de participer à un projet, de lire un roman, de répondre à des questions. J'espère, en fait, le plus gros apprentissage que j'espère qu'ils vont réaliser, c'est d'avoir développé leur esprit réflexif, de réfléchir à eux en tant que personne. Et je dirais que ma deuxième priorité, c'est pourquoi c'est que les élèves aient du plaisir, c'est que j'espère offrir un cours où les élèves vont avoir du plaisir à apprendre dans mon cours. Je sais que c'est pas possible avec tout le monde, mais dans un monde idéal, j'aimerais avoir des élèves qui se disent ah, c'est le fun d'aller en français, on fait du français, oui, mais on fait plein d'autres choses en même temps. Alors, je dirais que ça, c'est vraiment là, c'est les deux priorités que j'ai en tant qu'enseignante. Et là, par rapport à mes expériences de stage, les défis que j'ai rencontrés, mes incontournables, j'ai eu trois stages
tellement différents l'un de l'autre, ça se compare même pas. Dans mon stage 2, euh, c'est triste à dire, mais mon enseignante associée a été un modèle de ce qu'il ne faut pas être comme enseignante, je dirais. J'ai vu une prof qui était très proche de ses élèves, mais qui avait aucune capacité à les gérer, qui était pratiquement trop disponible pour les écouter, mais qui accompagnait pas ses stagiaires du tout. On n'a eu aucune rétroaction sur notre planification. Alors ça a été le gros défi. Ça a été de se faire confiance dans un premier stage d'enseignement, de se jeter à l'eau, de juste, c'est ce que j'ai créé, j'ai aucune idée si c'est acceptable ou pas parce que j'ai personne pour me dire si c'est bon, mais je le fais puis je vis avec. Alors ça a été vraiment le plus gros défi de mon deuxième stage, de juste, OK, je sais pas ce que je fais, mais je le fais, puis on voit ce que ça donne, puis j'apprends au fur et à mesure. Puis en même temps de me dire, je vois cette enseignante-là, comment elle est, et non, moi, je veux pas être comme ça. Je veux être une meilleure enseignante que ça. Alors ça a été en général mon expérience de stage 2. Ensuite, par rapport au stage 3, euh, le gros défi, ça a été par rapport à la création de matériel, parce que notre enseignante associée nous a donné aucun matériel. On est parti de zéro. On a tout fait. C'était un énorme stage parce que, comme j'ai dit avant, ça concernait un roman, ça concernait les symboles. On a passé des heures et des heures à créer des PowerPoint, des exercices, à analyser nous-mêmes les symboles. J'ai adoré mon expérience, mais ça a été le gros défi. Ça m'a vraiment fait apprendre sur la quantité de travail qui est mis derrière la création de matériel. Puis j'arrivais, il fallait que je le fasse le soir. Ça a été tout un défi, mais j'ai beaucoup aimé. L'incontournable de mon stage 3, je dirais, ce qui est un peu dommage, c'est que je crois que c'est peu représentatif de la réalité, ce que j'ai vécu comme expérience. J'ai eu deux groupes, zéro gestion de classe à faire, des élèves de cinquième secondaire calmes, attentifs, participatifs, et ça prenait une seconde, j'avais le silence, qui participait, comme je viens juste de dire. Alors, mais c'est ça, je sais que c'est pas la réalité forcément. Je l'ai vu dans mes autres stages aussi. Alors, ça a été ça. C'est comme une super belle expérience, mais qui ne risque pas de se répéter forcément. Mais ce que je retiens le plus de ce stage-là, c'est vraiment la création de matériel, du contenu de qualité à offrir à nos élèves. Ça, c'est ce que j'ai réalisé dans mon stage. Et mon stage 4, le défi, la gestion de classe, 100% vraiment, mais un stage tellement formateur parce que là, j'ai eu un accompagnement solide de mon enseignante associée qui m'observait, qui me disait ce qui allait, qui me disait ce qui allait pas. J'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer, de pas trop créer de matériel, d'en créer un tout petit peu, d'utiliser des projets qui étaient déjà faits, mais d'amener ma touche, de me faire dire si c'était bon, de me faire dire ce qui était pas bon, de créer des liens avec mes élèves, d'essayer des nouvelles choses, de pas essayer assez de nouvelles choses en gestion. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Puis je pense que si je prends les trois stages ensemble, ce dont je suis le plus fière, c'est ma capacité à réfléchir sur ma pratique enseignante, chose que je n'avais pas du tout quand je l'ai commencé, ma formation universitaire. Je me revois me disant, ah, moi, je serais presque prête à être enseignante, là, en sortant du cégep, là, peut-être plus au niveau de la matière, mais mon Dieu que non. Puis juste de réfléchir à ce qui nous tient à cœur, à nos valeurs, à ce qu'on aime dans une classe, à ce qu'on n'aime pas, à nos relations avec nos collègues, à nos relations avec nos élèves. C'est vraiment là, je pense que ma formation universitaire de tout ce que j'ai appris, c'est vraiment de réfléchir à mes choix, à ce que je fais. Est-ce que je le fais vraiment pour mes élèves? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que c'est dans leur intérêt ou est-ce que c'est dans le mien? Est-ce que je fais le projet parce que moi je l'aime ou parce que eux ils l'aiment? Est-ce que j'ai bien intervenu ou pas? Alors c'est des choses que j'ai découvert à travers mes stages, à travers ma formation universitaire. J'espère poursuivre ma formation continue, mon développement professionnel. Je pense que c'est acquis maintenant, puis je vais le continuer en réfléchissant à continuer d'écrire par rapport à mes journées, puis d'aller voir mes collègues pour voir qu'est-ce que vous en pensez de ça, parce que
Je sais que je ne suis pas une enseignante parfaite et que j'ai tellement de choses à travailler encore, mais j'espère vraiment que, en fait, je sais que je vais y parvenir. J'ai confiance en ma capacité de réflexion. Alors, c'est ce qui conclut mes réponses aux questions. Merci.